Alors bonsoir, bienvenue à tous. Hegel, un grand penseur allemand dans l'histoire de la philosophie. Tout le monde m'entend bien? Tout le monde m'entend bien. Disait que le progrès universel de l'esprit, c'était la marche vers l'individualisation, vers l'intériorisation, c'est-à-dire la subjectivité consciente de soi. Et, d'après lui, l'art de même, les progrès en art étaient semblables. C'est-à-dire que la marche l'évolution des arts allait de l'expression la plus claire possible vers une expression la plus claire possible, la moins symbolique possible, vers une vérité la plus profonde possible, c'est-à-dire une vérité intérieure à l'homme. Et donc, selon ce philosophe, selon Hegel, voici la classification des arts. Ils vont bien sûr de la matière vers l'esprit. Et sur l'échelle des arts, il y a tout d'abord, au bas de l'échelle, l'architecture. Pauvre en idées, mais très lourde de matière. Sur les autres degrés d'échelle, on trouve bien sûr la sculpture, la peinture, la musique, et au sommet de l'échelle, pour Hegel, il y a la poésie. La poésie qui exprime le mieux les pensées humaines, les sentiments humains, et avec le moins de matière possible, c'est-à-dire avec le matériau du langage, les mots, les plus légers en ce qui concerne la matière, bien sûr. Mais à ce rythme-là, puisque l'évolution continue, eh bien, la pensée pure dépasse même la poésie et dépasse tous les arts. Du coup, les arts sont donc dépassés, du passé obsolète. Et Hegel annonce la fin de l'art et même la mort de l'art. Alors, ce soir, Eurydice Rainer, parce que moi je suis d'accord avec Hegel, bien sûr, je suis tout à fait entièrement, pleinement d'accord avec lui. Alors ce soir, Eurydice démontrait à Hegel, prouvez moi aussi, prouvez à nous tous ici, montrez à nous tous ici que la poésie n'est pas morte, que la poésie est vivante. Merci. Merci Antoine, vraiment. Merci à vous tous d'être présents. Merci à André Fortin qui a permis que nous puissions participer à cette programmation. Donc, vous voyez comme quoi les arts communiquent, les arts convergent, les arts se démultiplient à travers une inspiration implicite. André qui est sculpteur, tout comme Roland qui m'a fait l'honneur de présenter sa fabuleuse main du poète pour cette soirée, que je trouve très appropriée. Donc voilà, merci. Donc voilà, des rencontres autour de l'art qui permettent ce type de soirée. Alors merci à vous tous qui vous êtes donné la peine de vous déplacer. Comme quoi, oui, véritablement, la poésie intéresse encore. Merci Antoine, merci. Merci à mon acolyte de scène, voilà, Vincent Soubéran, qui va vous jouer
morceaux improvisés, certains basés sur le registre classique, etc. Et alors, ce soir, je ne vais pas vous lire de la poésie, je vais tâcher de vous dire la poésie. Alors, pardonnez-moi si parfois, bon voilà, donc, je vais essayer, donc il y a plus de 15 textes, donc on l'essaye. Le poète, souvent majestueux mais aussi réservé, pour se préserver des cris impétueux des sots si dévots qu'ils assassinent par les mots. Il est le voleur de feu ayant choisi Orphée comme prince des sphères splendides où s'élève l'esprit avide de volupté et de beauté. Il est la ténor où se déversent les flots et averses des joies et des maux du monde dans leur vive ronde. En lui, l'émotion s'étonne et chantonne quand les sensations s'invitent en son cœur et façonnent 10 000 trésors plus précieux que l'or. Faisant feu de tout poids, nullement aux abois, il réchauffe les cœurs froids, fascine reines et rois par son cœur toujours rebelle, ses captivantes prunelles, dévoreuses de lumière autant que de ténèbres, aux heures si célèbres, vite dérobées au temps, toujours maîtres pourtant, des illusions amères et des belles chimères qu'embrassent les humains, espérant que demain leur sera plus prospère. Il est l'alchimiste peu ou prou, optimiste qui se fiche bien d'être dit riche à l'hôtel du beau d'or, car il est bien plus riche que César et Crésus, ces tsars finalement déchus qui jamais ne boiront du précieux et les bords. Pour eux, beau poison, pour lui, nectar et vrai or. C'est lui le grand Aède qui vénère la vie même par-delà ses humaines envies. Ô poète, au cœur insondable, ô toi génie formidable, viens verser un peu de ta superbe dans mon cœur amoureux de ton si doux verbe. Le poète, et c'est en hommage à Orphée, bien entendu, le prince des musiciens, des poètes, et à Charles Baudelaire, mon mentor par-delà l'espace et le temps. Merci à vous, c'était le poète. J'implore les femmes de ne plus en vouloir aux hommes qui, plus d'une fois, ont brûlé les leurs sur la croix au nom d'une belle foi, car le procède de si cruelles lois, aucune foi reposant sur l'amour, la paix et la joie. J'implore les femmes pour qu'enfin elles pardonnent aux hommes qui bien souvent les abandonnent pour une paire de jambes plus jeunes ou plus belles, pour des yeux qui brillent et en eux un appel au désir qui brise tant de vie et nombre d'espoirs. Pour ces choses qu'ils condamnent et répriment, les hommes ont pourtant commis tant de crimes, confinant au règne du sordide et de l'horrible déprime, tant et tant d'âmes qui le réclamaient pourtant d'aucune autre prime que de leur appartenance à la vie. Elles, réservoir naturel, si belle source de vie, implorent
Encore des hommes la clémence pour avoir la vie sauve, elle qui pourtant la donne et souvent l'aveu le sauve. Pour avoir pillé, tué sans compter, craché sur le ventre qui les a portés, oubliant d'où ils viennent car ceux-là le tiennent. J'implore les femmes afin qu'elles libèrent les hommes du parfum des péchés et des roses du mensonge. Oui, plus jamais de larmes de honte inondant l'oreiller, fidèle confident qui recueille les joies et les peines dans les nuits glacées des silences religieux, des plaines, des vallées, des montagnes qui laissent les uns émerveillés aux heures si crues. Le vide et l'horreur assaillent et ravagent ceux en qui le désespoir et sa nuée de désordre font rage. Plus jamais de rire étouffé à l'approche du terrifiant visage qui, d'un seul geste, ravit l'espoir et la joie, parce que, possédé par une aveugle foi, et ne voyant plus en la vie telle toute déployée que les formes et les couleurs du vil désespoir. J'implore les femmes, oui, afin qu'elles libèrent les hommes du parfum, des subtils parfums du péché, des roses, du mensonge, afin qu'hommes et femmes tendent vers le jour prophétique qui les verra majestueusement unis dans l'union mille et mille fois bénie, car l'homme sans la femme n'est qu'un soleil sans éclat, et la femme sans l'homme n'est qu'une merveille sans miroir. Merci, j'implore les femmes. Merci. Sérénité. Brume et tristesse sur la cité en pleurs, quand l'effroi dans les cœurs prend toute son ampleur, que la pensée vole et danse dans mon âme en fleurs, l'étreinte du destin de sa force m'étreint. L'oubli en mon être s'insigne alors et siège au mépris des vulgaires et infâmes pièges. Et mon cœur danse et bondit à l'assaut du liège. La sérénité à présent coule dans mes veines, emportant les illusions vaines, les déboires et mon illustre lot de haine. À l'heure où l'ennui se meurt et que la mort à son tour peine. Et je vogue vaisseau pensant dans le cosmos, à la dimension de l'univers, en osmose avec l'être et la pensée
en union avec Amos. C'était sérénité. Alors celui-ci, peut-être un tout petit peu étrange parce que comment est-ce que la pensée peut-elle voltiger dans une âme en fleurs, tandis que les cœurs sont étreints d'angoisse. C'est tout simplement une façon de se libérer des pesanteurs, de tout ce qui peut être source de détresse. Voilà, cette sérénité elle-même, voilà, je ne sais pas comment vous le dire, vous l'avez compris, je pense, voilà. Merci. Et alors... Sur les traces de la nature. Sur les traces de la nature, tant de bavures, tant de ratures. Parfois, le ciel pleure et les êtres se taisent. Les tourments, alors, dans mon cœur, s'apaisent. Le volcan s'éveille avec sa traîne de feu. La montagne, alors, prie. Et la nature redéploie sa science. Là, c'était sur les traces de la nature.